Hello, hello my people, bonjour et bienvenue dans la plateforme Le Podcast épisode 20. Et cette fois-ci, j'ai l'honneur, le privilège d'avoir comme invité la superstar, l'icône de la musique sénégalaise, DJ Awadi. Comment vas-tu, grand frère? Je vais très très bien, toi. Ça va, super. Bienvenue chez toi. Ben merci. Oui, parce qu'on est au studio Sankara. Est-ce que tu peux penser que c'est la première fois que je viens ici? C'est pas normal. C'est vraiment pas normal, ça n'a aucun sens en fait. Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Mais franchement, ça me fait plaisir de voir ça. Merci. Ça me fait plaisir de voir ce que tu as créé. Merci. Et ce que tu es en train encore de créer. Let me backtrack, parce que sinon je vais m'avancer et on va aller directement dans le vif du sujet. DJ, comment vas-tu? Je vais très bien, Dieu merci, très très bien. Tu te portes bien, la santé, la famille? Ouais, ça va, Les ça va. fans. Aujourd'hui un peu fatigué parce qu'il y a une longue répétition, mais sinon ça va. Tu passes disons en une semaine, tu passes combien de temps à répéter en général ici? J'ai 3 répétitions par semaine. On répète les mardis, les mercredis et les vendredis. Ok. Quand on a des programmes spéciaux, là on en fait plus, mais sinon en règle générale, mardi, mercredi, vendredi. Ok. Et sinon le reste du temps c'est du studio ou bien d'autres activités liées à l'activité de Studio Sankara parce qu'on fait d'autres petites choses. On est dans la prod audiovisuelle, on est dans la com, on est dans l'événementiel, on est dans d'autres petits projets et puis voilà. Je gère ça, mais sinon, pour la musique, même le live, c'est mardi, mercredi et vendredi. Et vendredi. C'est déjà beaucoup, moi je dirais, 3 jours par semaine en plus des autres projets. Et moi je suis contente que tu parles un peu de tout ce que fait Studio Sankara. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle d'icône de la musique sénégalaise, mais DJ Awadi, c'est un entrepreneur. Et ça depuis des dizaines d'années. C'est un entrepreneur à part entière, c'est un businessman. Et moi, j'aimerais que tu nous parles de ce business-là. Mais d'abord, comment est-ce que tu es parti de ce musicien et que tu as fait cette transition réussie en tant qu'entrepreneur? Parce que souvent, on dit que les artistes, l'âme d'un artiste, c'est pas forcément ce mindset de business. Comment toi, tu cumules les deux? En fait, je pense que c'est une vision qui est très très fausse. Tous les grands artistes sont des grands businessmen. Quand tu connais ton travail, tu te débrouilles pour que ton travail marche. Pour que ton travail marche, tu mets de l'énergie, tu t'investis, tu investis et tu es obligé de bosser plus si tu veux gagner plus. Parce que voilà, on est dans un truc où tout est incertain. Donc si tu veux avoir des revenus, tu es obligé de quelquefois démultiplier les sources de revenus. Donc voilà, moi très tôt c'est par nécessité qu'on a fait beaucoup d'autres activités. Par exemple, on avait besoin, au lieu de louer de la sono chaque fois, d'avoir une indépendance par rapport à tout ce qui est technique. Donc j'ai investi dans la sono. D'abord parce que PBS avait ce besoin. Donc j'ai créé une boîte qui s'appelait Hyperson, où on n'avait plus besoin de louer chez quelqu'un d'autre. On avait de la sono et en plus on pouvait la louer à d'autres. Et beaucoup de grandes sociétés de la place, beaucoup de grandes marques ont commencé à louer notre sono parce qu'elle était professionnelle, parce que voilà, et aussi tous les DJ de la SICA, parce qu'il y en avait beaucoup, avaient besoin de sono. Ils étaient des grands DJ, ils avaient des grands noms, mais ils n'avaient pas de sono. Donc il y avait un besoin. On a amené une réponse par rapport à ce besoin, donc voilà, et toutes les grosses marques louaient chez moi. Et de là aussi, pour faire notre musique, avant on allait à Londres, on allait à Paris, on allait à New York pour enregistrer nos albums. On s'est dit, on va investir ici pour au moins avoir nos équipements. On ne peut pas tout le temps se permettre, d'ailleurs on n'avait pas les moyens de faire tout le temps à Paris, New York ou Londres. Donc on s'est dit, bon écoute, tant qu'à faire, on va investir ici. Et on a bien vu que beaucoup d'autres aussi, surtout de la communauté hip-hop, des cultures urbaines, ils avaient besoin de studios qui répondaient à un besoin. Donc on a fait ça. Et après aussi, c'est la publicité qui est venue vers moi. Je ne vais pas citer Coca-Cola parce que je ne veux pas faire de publicité. Je ne vais pas citer le groupe Nestlé, je ne veux pas faire de publicité. Mais toutes ces grandes marques ont commencé à venir. Et après on a eu des banques. Tout le monde est venu enregistrer des spots audio. Et de là, le besoin pour faire nos vidéos, nos clips, au lieu d'aller chercher des toubabs qui venaient d'ailleurs, on a formé des gens ici, on a acheté les mêmes équipements parce que je crois fondamentalement à une chose. La formation égale la vérité triomphe. Former bien nos gens et qu'ils soient compétitifs et décomplexés. Donc on n'a pas peur d'investir
On gagne de l'argent quand on fait nos tournées partout, mais on l'investit ici. Ça donne de l'emploi, ça donne de la connaissance et ça donne de la dignité au final. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à démultiplier un peu tout ce qu'on faisait. Et comme on fait des événements, il faut une boîte de sécurité, on a investi dans une boîte de sécurité. En fait, c'est le besoin naturel autour de moi qui crée les business que je crée. Donc au final, je suis artiste, mais mon business est dans mon cœur de métier. Même si après, voilà, vu qu'on a une certaine expérience terrain, on nous appelle pour être consultant de tel ou de tel, toujours autour des questions de musique, de jeunesse, mais je reste pas toujours dans mon biotope. Donc voilà. Le besoin, j'adore cette formule-là que tu as donnée, le besoin à créer justement l'investissement que tu as fait. Mais il faut avoir la vision. Comme tu le dis, c'est vrai, on a cette peut-être fausse vision du fait que l'artiste n'est pas forcément celui qui a cette vision, que l'artiste c'est juste son art, qui se concentre sur son art, etc. Mais oui, les plus grands artistes sont peut-être les plus grands entrepreneurs. Et je pense que c'est un modèle en fait, que plusieurs devraient suivre. Parce que je pense que, et tu me diras ce que tu en penses, on a dépassé en fait ce temps où l'artiste africain ne peut plus vivre de son art, où l'artiste africain c'est quelqu'un qui donne tellement, mais qui en retour, quand on se rend compte de sa trajectoire de vie, on se rend compte qu'il n'a pas vraiment beaucoup capitalisé et pourtant il a beaucoup donné au monde. On peut en citer beaucoup comme ça. On est sorti en fait un peu de cette dynamique-là. Oui, mais en fait c'est justement ça qui m'a toujours fait stresser. D'abord quand tu décides dans une famille d'enseignants de faire de la musique et de ne pas suivre la voie conventionnelle, tu n'as pas intérêt à te louper. Et ma mère était très dure avec moi parce que j'ai perdu mon père assez tôt. Et donc l'option de l'échec pour moi n'est pas envisageable. Donc je vais démultiplier tout pour ne pas revenir un jour chez ma mère et lui dire « c'est toi qui as eu raison ». Rien que pour ça, ça me donne la niaque pour réussir certains les projets dans lesquels je rentre. Et puis cette image de nos anciens qui, au soir de leur vie, on est obligé de faire des quêtes, oui. C'est quelque chose qui m'a toujours stressé. Donc voilà, je me suis dit, écoute, tout sauf ça. Et puis, il faut être indépendant. Sankara, mon modèle, mon maître à penser, il faut être indépendant. Tu vois, produire africain par les Africains. Et c'est possible, tu vois. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Donc, et se donner les moyens de production. Et ça, j'y crois fondamentalement. Je ne vais pas attendre que quelqu'un vienne m'amener tout sur le truc. Et puis, moi, je suis une grande gueule. Donc, j'ai besoin de mon indépendance. Oui. Donc, je dois pouvoir dire ce que je pense à qui je veux, comme je veux lui dire les gbés, comme ils disent les Ivoiriens, comme je veux, quand je veux. Mais pour ça, là, tu ne dois pas dépendre de quelqu'un. Tu dois être indépendant. Donc, c'est le prix de notre indépendance. Et tu me donnes la transition parfaite parce que moi, justement, je lis ce besoin d'indépendance, cet esprit entrepreneurial, cet esprit, on peut le faire pour nous et par nous, à ton panafricanisme qui a toujours été en toi. Je veux dire, le PBS depuis déjà PBS, Positive Black Soul. Donc, on sait what you guys are about, on sait de quoi vous parlez, on connaît vos lyrics et tout, mais en même temps, toi, tu as toujours incarné ce panafricanisme-là. Studio Sankara, c'est pas pour rien que ça s'appelle Sankara, Thomas Sankara, un de tes modèles. Et ton panafricanisme-là, est-ce que tu dirais que justement ça t'a beaucoup guidé dans cette carrière-là? Ça t'a beaucoup guidé même dans le côté business d'ailleurs? Oui, en fait, génétiquement, je suis panafricain. Je t'explique. Du côté de mon père est venu du Bénin pour s'installer au Sénégal. Il a rencontré, et dans sa famille, lui, il y a des ramifications jusqu'au Nigeria. Ma mère, dans sa famille, elle qui est capverdienne, a des ramifications jusqu'en Guinée-Bissau. Moi, je suis né à Dakar, j'ai grandi là, j'ai tout fait à Dakar. Donc, autour de moi, dans le quartier où j'habite, Sicap, tu as beaucoup de Daoméens, on les appelait comme ça à l'époque, les Daomés. On a beaucoup de Ngagna, les Cap-Verdiens. On a beaucoup de Guinéens, on a beaucoup de Togolais, d'Ivoiriens. C'est un melting pot ce quartier, c'est formidable. Et il y a des chrétiens, des musulmans. Donc tu grandis dans un mood panafricain déjà, en étant dans les Sicap. Au côté familial, tu es dans le panafricanisme naturel. Et puis après, la carrière m'amène à découvrir l'Afrique et sa beauté. On a très tôt fait des tournées, déjà en 1995, on a fait pratiquement 30 pays.
d'Afrique. Et je me rends compte que, on a les mêmes problèmes, donc on a la même solution. Et je me rends compte que la conclusion à laquelle j'arrive, Kwame Nkrumah l'avait dit depuis longtemps, bien avant moi. Sékou Touré le dit bien avant moi. Nyerere le dit bien avant moi. Frantz Fanon le dit bien avant moi. Malcolm X le dit bien avant moi. Je me dis, c'est ça la voie. Et puis à un moment, jusqu'au moment où tu découvres Sankara et qui te dit, c'est possible, d'ailleurs on l'a fait. Oui. Et tu te dis, waouh, ok, si lui il l'a fait, nous on va essayer au moins de faire le millième de ce qu'il a fait. Sans misérabilisme. Ah non, je déteste le misérabilisme. Oui, tu vois, au début, par exemple, quand les gens venaient faire des documentaires sur Positive Black Soul, parce qu'on était un phénomène, il y avait beaucoup d'autres de télé, qu'elles soient européennes ou américaines, qui venaient et nous disaient, oui, on veut vous amener dans le ghetto, parce que, vous voyez, parce que le rap, ghetto, on dit jamais. Pourquoi tu veux qu'on montre une image négative de l'Afrique? On va t'amener dans les plus beaux coins de Dakar. C'est ça notre Dakar. C'est ça l'image que tu vas amener avec toi. Tu ne verras pas une image misérabiliste. On va montrer ce qui est positif dans l'âme noire. C'est pour ça le nom du groupe. Tu vois? Et parce que Cheikh Anta nous dit, écoute, chaque fois ils ont voulu tout connoter en noir égale négatif. Nous on dit non. Nous, le noir qui absorbe la lumière ne peut être que lumière, donc il ne peut être que positif. Donc voilà notre philosophie. Tu viens là, tu vas nous voir les coins cool. Et puis, comme c'est dit, à formation égale, comme dit Cheikh Anta, la vérité triomphe. On se forme, on s'instruit, on se cultive. On t'en amène à personne. Si tu veux bosser avec nous là, tu vas payer. Oui. Voilà. Et on te regarde d'égal à égal. Il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir, il n'y a pas jaune. On n'est pas supérieur, mais tu n'es pas supérieur. Ça fait tellement plaisir d'entendre ça parce que voilà, il est temps que les Africains, d'une manière générale, commencent à penser comme ça, à mon avis, tout simplement. Alors Awadi, parlons un peu musique. Revenons un peu sur la musique. Moi, je suis très intéressée de savoir comment est-ce qu'on a une telle longévité en musique. Non, c'est incroyable parce que moi, je me rappelle, j'étais toute petite quand mes grands frères m'apprenaient les sons de PBS. Moi, c'est comme ça. J'ai grandi avec 3 grands frères. C'est pour ça que moi, le hip-hop, le rap, que ce soit le hip-hop galsen, le rap galsen ou américain, moi, j'ai bercé dans ça. J'ai toujours été garçon manqué. Je chantais les sons de Tupac à 15 ans. Bon, voilà quoi. Et je me rappelle, j'avais peut-être 10, 11 ans et mes grands frères faisaient imiter vos concerts à la maison. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert PBS. Aujourd'hui, j'ai plus d'une trentaine d'années et je vais au concert de PBS. Donc, franchement, comment est-ce qu'on garde... Et ça, je dis ça surtout pour la nouvelle génération qui est en train de faire de la musique. Ils sont très bons. Ils le font différemment que vous. Et ça aussi, j'aimerais que tu m'en parles. Ils le font différemment parce que la vie est différente. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as TikTok. Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as... C'est différent. Mais si tu avais des conseils justement à donner, comment est-ce qu'on garde cette longévité dans la musique? Écoute, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas. Mais on a une passion qui ne bouge pas. Et cette passion s'adosse à une philosophie. Donc c'est toute cette philosophie que je t'ai démontré tout à l'heure par rapport à tous ces grands penseurs qui nous ont inspirés. C'est cette philosophie qui alimente la passion pour la musique qu'on a. Et cette passion, tant qu'elle est vivante, tu continues à faire ce que tu aimes, ce que tu sais faire le mieux. Parce que c'est vrai, on peut avoir des business à gauche, à droite, mais ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait avoir une explosion de joie, qui nous fait pleurer quelquefois, c'est la musique. Il n'y a que ça. Et il n'y a que sur scène que tu éprouves des choses que celui qui n'est pas artiste ne peut pas comprendre. Tu ne décides pas d'être artiste. Quand tu l'es là, ce que tu éprouves quand tu es sur scène, non, c'est... comment te dire? C'est jouissif. Non, je te comprends, c'est l'adrénaline, c'est la dopamine, c'est... Tu as compris, c'est tous ces mines-là. Oui. C'est tout ça là qui fait que tu dures sur le temps. Et puis, quand tu as décidé de parler, d'avoir des sujets importants, et que les mêmes sujets que tu as abordés il y a 30 ans restent d'actualité. Quand on prend un morceau comme Degloul où on parle de la situation des étudiants, c'est la même situation. Quand on dit ceci n'est pas normal, c'est la même situation. Quand on parle des problèmes de politiciens, on dit on est ni PS, ni PDS, on est PBS, en faisant un real statement.
c'est la même situation. Donc en fait, tout ce qu'on disait hier là, c'est ce qui est là jusqu'aujourd'hui. Donc tu te dis, écoute, si la passion est là, si l'inspiration continue, si on a la santé, faisons ce qu'on aime. On a fait nos voix, hein. Moi j'ai fait ma carrière solo, il a fait sa carrière solo. Mais on sait aussi que PBS est quelque chose de très fort et de beaucoup plus puissant que nous pris individuellement. Ça, on en est conscient. Mais la passion des débuts là, c'est ça qui reste toujours. C'est pour ça que quand on est sur scène, on prend du plaisir comme si on était toujours gamin. Pourtant le groupe a 36 ans, cette année ça va faire 37. Mais tu le sens pas. Tu le sens pas du tout parce que l'énergie que vous avez sur scène, c'est comme si voilà, c'était 20 ans en arrière. Et justement, au-delà de la longévité, vous êtes un groupe. Vous êtes deux personnes, vous êtes deux amis, vous êtes deux frères qui avaient évolué ensemble, qui avaient connu tout ce qu'on peut imaginer. Up and down. On a connu la gloire, on a connu l'échec, on a connu les bagarres, pas physiques, des séparations, les retrouvailles. Voilà. Et justement, moi, c'est ça que je trouve beau aussi entre toi et De Guy, c'est que on sent ce lien fort qu'il y a entre vous. Et on sait que vous avez tout vécu ensemble. Parle-moi de ce lien-là. Comment est-ce qu'on maintient ce lien-là avec tout ce qu'il y a autour, d'abord? Il y a beaucoup de choses autour de nous. Voilà, quand tu brilles, voilà, tu attires beaucoup de gens. Mais entre nous deux, on a d'abord un rapport de fraternité et d'amitié, ce qui fait qu'on se dit la vérité. C'est très clair dans nos têtes. On peut avoir plein de gens qui vont venir me dire des choses. Ah, attention ton gars. Et on va aller chez lui, attention ton gars. Mais si tu me dis, moi je vais lui dire, le gars là a dit ça. Et ça c'est vice versa. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Et ça marche toujours. Et même quand on était un peu en froid, si jamais tu venais me dire quelque chose, moi je te laisse tomber. Tu me dis quelque chose de mon gars, je sais que toi tu es un fumier. Donc, tu cherches les problèmes. Ouais. je te barre. Je te barre. Et sur ça j'étais radical. Les gens disaient, ouais, Awadi il est méchant, il est dur. J'assume. Mais j'aime pas les gens qui... Donc on a une vraie fraternité. Je veux dire, quand tu fais toutes ces années-là, c'est plus que la moitié de nos vies qu'on a passé ensemble. On a vécu des choses magnifiques qui n'étaient même pas imaginables dans nos petites vies. C'était pas imaginable. Nous, on était dans les SICAP, on faisait du rap dans notre chambre, avec un petit poste. Voilà, on aimait rapper parce qu'on entendait des gens qui rappaient au States ou en France. Donc nous aussi, on voulait faire. Donc on était dans ce truc, et puis ça part, et puis ça prend. C'est énorme ce qui nous arrive. La première fois qu'on va à Londres, on est en première classe sur Air France. Oui. Ça n'a aucun sens. Tu sors de la SICAP, première classe Air France, 1A, 1B. Yo, tu n'as même pas signé de contrat encore. Qu'on t'invite 1A, 1B. Et puis tu es là, tu descends, c'est limousine qui t'attend. Tu arrives dans certains pays, c'est voiture présidentielle. Tu rencontres des présidents, tu rencontres des ministres, des premiers ministres. Tu rencontres toutes les personnalités, des gens que tu rêvais de voir. Tu vois, tu vas dans un concert, il y a Phil Collins qui vient te dire, ah, je viens vous voir. Tu dis quoi? Phil Collins. Voilà, des trucs comme ça. Tu joues le rap, Nodi Bay Neche, Nodi Bon, vous allez jouer Nodi Bay Neche. What? Des trucs comme ça, je peux t'en citer à n'en plus finir. En France, c'était le numéro 1, c'était MC Solar. On collabore avec lui. Les IAM nous invitent. Le groupe numéro 1 en Suisse, Sens Unique, ça nous invite. En fait, notre vie, c'est un conte de fées. Mais dans ce conte de fées, il y a aussi ces moments aussi où, tu vois, la tension baisse, il y a un peu de tragédie, machin. Mais c'est tellement beau que quand on a vécu tout ça, là, on ne peut pas se lâcher. C'est clair. C'est ça. C'est un peu ça. Mais tout ça se résume à la passion. Donc entre nous, il n'y a jamais eu de problème d'argent, il n'y a jamais eu de problème de femme. Donc déjà c'est les deux plus gros problèmes déjà. Si elle a déjà mis ça de côté, rien ne peut vous empêcher de coller. Puis voilà, on est très humain, on ne s'est jamais pris la tête. Voilà, nous, quand on descend de scène, le show est terminé, quoi. On se la raconte pas et puis on habite dans les mêmes quartiers. Moi, je suis ici depuis 40 ans, je n'ai jamais pu déménager.
Et pourtant, c'est pas qu'il n'y a pas d'autre chose. Bah oui. Mais je suis dans le quartier et les gens du quartier, là, ils s'en foutent de moi. Je ne suis pas une sabre, je suis un frère. Est-ce que c'est ça même que tu aimes peut-être? C'est ça Oui, qui fait que si tu regardes les gens qui sont autour de PBS, le crew, on est ensemble tous depuis le plus jeune est arrivé il y a peut-être 35 ans. Ok. Mais sinon tous les autres, ça fait une quarantaine, c'est une bande de copains. Ouais. Tu vois, donc entre nous là, on se dit la vérité quoi. Quand sa mère me dit yo, tu fuck up quoi, c'est quoi, tu déconnes. Abuja et Star quoi. Non, on peut pas, il n'y a pas ça entre nous. Y a pas ça. Donc je pense que c'est ce qui explique. Puis maintenant, les jeunes, voilà, ils font la musique comme ils la sentent. Comme pour venir à ton autre question. Voilà. Nous, quand on a fait l'année blanche, année invalide, 88, 89, des années très dures, et on est aigri, énervé contre le système. Nous, c'est des gens f*** le système. Nous PS, nous PDS, nous Bogosoul, nous Tu vois, c'est ça qu'on disait, c'était hardcore. Mais parce que ce qu'on vivait était hardcore. Tu vois, aujourd'hui, là, ils n'ont pas ce problème d'année blanche, machin, ils ont d'autres problèmes. Et justement, moi, j'aimerais te poser la question sincèrement, honnêtement, Awadi, tu es un homme très honnête. Qu'est-ce que tu penses de la musique d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de nos jeunes artistes aujourd'hui? Bon, je vais en citer quelques-uns qu'on connaît, que moi-même j'écoute, hein, c'est pas ma génération, mais j'écoute. Tu as un Vigi, tu as un Samba Peuzzi, tu as un Amadeus, tu as tous ces jeunes talents-là qui aujourd'hui, voilà, si tu as envie de percer sur TikTok en tant que Sénégalais, tu prends un de leurs sons et puis voilà. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont en train de faire, eux, et ceux qui sont en train de construire? Écoute, on parle beaucoup, par exemple, quelqu'un comme BG, on parle beaucoup, de temps en temps, il vient enregistrer ici ces trucs. On parle beaucoup, Deep, on parle beaucoup. On a une excellente relation avec beaucoup d'entre eux. Samba Peuzzi, je l'appelle mon vieux père, tu vois. On a vraiment une très bonne relation basée sur beaucoup de respect et de considération mutuelle. C'est pas parce qu'ils sont plus jeunes que nous, on va se dire « Ah non, c'est juste des petits frères. Ah non, ils font le rap différemment. » Non, le rap est une musique qui évolue. L'essence du rap est que chaque 2-3 ans, cette musique change de forme. Tu prends l'histoire du hip-hop. Écoute les sons qui se faisaient avant. Oui, bien sûr. Tu verras que chaque 2-3 ans, la musique a complètement changé de forme. Elle change de forme, elle change de forme. Et c'est pour ça que cette musique dure dans le temps. C'est comme un virus mutant qui n'arrête pas de changer de forme. Aujourd'hui, ça prend d'autres noms, d'autres appellations, mais l'essence même de ce qu'on appelle aujourd'hui musique urbaine, pop urbaine, tout ça là, c'est hip-hop. Ça prend beaucoup de formes. À un moment, c'est beaucoup plus chantonnant, beaucoup plus chanté, d'autres beaucoup plus kické. Mais ça reste, l'ADN est là. L'ADN est là et on se retrouve tous dans ce même ADN. Et c'est pour ça qu'il faut accepter que les petits frères vont venir faire une déclinaison de ce que nous avions fait. Ils ne sont pas obligés de nous avoir comme référence. Parce que quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, nous, il y a 20 ans, on avait déjà même dépassé notre prime. Donc, pourquoi veux-tu qu'on soit forcément sa référence? Non, il va dire big up, mais est-ce qu'il connaît la trajectoire? Il ne la connaît pas. Non, et c'est normal. Ses grands frères lui ont parlé, son papa lui a parlé, Oui. mais ce n'est pas forcément son truc. Il faut respecter ça. Et nous aussi, il y a plein de choses, on ne comprend pas ce qu'ils vont. Tu vois? Mais quand la musique est bonne, par contre, elle est bonne. Elle est bonne. Que tu sois jeune ou que tu sois vieux, quand la musique est bonne, là, c'est bon. Tout simplement. Et en parlant de références Awadi, on va terminer là-dessus. Moi, j'aimerais bien savoir quelles ont été les références de Awadi dans le passé, le jeune Awadi de 20 ans, etc. Quelles étaient ses références? En musique, tu veux dire? Oui, en musique. Et quels sont aujourd'hui les musiciens nationaux, sénégalais, internationaux que tu aimes bien écouter, que Awadi écoute comme ça? J'écoute beaucoup de musiciens, j'écoute en tout cas dans les jeunes, j'écoute un peu tout ce qui se fait de bien. Selon, il y a des titres, j'aime beaucoup Deep, j'aime beaucoup Samba Peuzzi, Ngaka, Blindé, Miyagi, ce qu'elle fait bien, j'écoute Viviane, j'écoute presque tout le monde. Hein. Je fais pas de fixette, VJ aussi. Et à l'international? Mais par contre, moi, mes références, c'est plus
reggae, c'est bizarre. Ah, Et de Guity et moi, on est de culture reggae. On a fait du rap, mais on est de culture reggae. ça fait du sens, hein, tu sais. Tu dis que c'est bizarre, mais moi, je trouve pas ça bizarre. On le sent un peu dans votre musique. C'est notre culture, Oui. parce que nous, on écoutait beaucoup de Bob, beaucoup de Steel Pulse, de Barrington Levy. Avant ça, j'écoutais aussi de la dub poetry. Ça, c'est encore un autre courant du reggae. Du rubber-dub style avec les Yellowman. Bon, voilà. Ouais. Les premiers trucs. Et puis après, c'est les écoles américaines de Rakim Allah, Yeah. de Microphone Finn. Yeah. Rakim a été, en tout cas pour les States, c'est le maître à penser pour moi. Ouais. On a écouté du Public Enemy. En France, Solar, qui a été notre parrain même pour rentrer dans le monde français. IAM et beaucoup d'autres. Voilà. Et ici, tous nos grands frères qu'on a trouvés ici, c'est-à-dire Youssou N'Dour, Baba Mal, Omar Pène, Ismaël Lô, nous ont accompagnés. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont bouponnés, tu vois. Quand on va Kinelam, c'est avec fierté qu'elle nous porte. C'est bizarre, mais on a eu la bénédiction de tous nos anciens. Ouais. L'orchestre Baobab a été, Rudy Gomis a été un des premiers à me soutenir. Ils font de la salsa. Mais un des premiers à me soutenir moi personnellement, c'est Rudy Gomis. Wow. C'est pour te dire, on a eu cette chance d'avoir la bénédiction de nos anciens. Et c'est pour ça aussi, on est obligés nous aussi de tendre la main à des plus jeunes. Tout à fait, tout à fait. Awadi, merci beaucoup. C'est moi. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci, ça me fait plaisir. Merci de continuer à inspirer, surtout. Non seulement à travers la musique, mais comme j'ai dit, je pense que aujourd'hui, quand on pense DJ Awadi, quand on pense PBS, on pense plus une histoire de deux frères qui ont partagé une passion, qui ont tout vécu ensemble et qui aujourd'hui représentent vraiment cette fraternité-là, mais surtout cette inspiration-là pour les plus jeunes de talent et de vision. Surtout, pour moi, c'est ça le PBS. Je vais te laisser peut-être dire tes mots de la fin avant qu'on termine. Non, te remercier d'être passé au studio Sankara et dire que ça fait plaisir aussi d'échanger. Tu m'as fait sortir des choses dont je ne parle pas d'habitude, mais ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois, Awadi. Yes, merci à vous, chers internautes. C'était la plateforme, le podcast épisode 20 avec DJ Awadi. Je vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle émission. Et en attendant, je vous dis merci de suivre, partager et liker.